Julien Leclerc, comme vous le rappeliez, que les entreprises qui embauchent, ce sont les PME, que vous-même êtes le patron d'une PME et que vous venez de publier votre journal d'un salaud de patron, est-ce que vous avez l'impression qu'on a bien parlé de cette loi depuis qu'on en parle? Est-ce que toutes les réactions que vous entendez là vous paraissent à propos? À propos, elles sont politiciennes et comme toujours, on fait de l'entreprise un sujet très politique. Et ça, c'est assez désastreux parce que c'est un sujet beaucoup trop sérieux pour être lieu de querelle politique. C'est un sujet dont on a besoin qu'il avance. On en a vraiment besoin. Pourquoi on en a besoin? Parce que le Code du travail aujourd'hui et toute la réglementation qui encadre la vie de l'entreprise, elle est totalement incompréhensible d'abord et inapplicable au quotidien. Ça veut dire concrètement, qu'il faudrait être un grand spécialiste du droit du travail si on veut être un bon patron, ce qu'on n'est pas. Quand on se lance dans une PME, quand on crée sa boîte, c'est pas parce qu'un jour on se regarde dans la glace, on se dit « je connais par cœur les 3650 pages du Code du travail ». Ça n'existe pas. Deux, ça veut dire aussi qu'on est condamnable tout le temps. Aujourd'hui, quelqu'un m'attaque. S'il choisit le bon sujet, il gagnera. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait une grande incertitude devant les juges des juridictions du travail. C'est pas vrai, c'est faux. On sait ce qui se passe. Les entreprises, surtout devant les cours d'appel, plus que devant les prud'hommes, sont systématiquement condamnées. Systématiquement. Donc il y a une vraie peur d'embaucher aujourd'hui qui est liée, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Il faut lire le dernier rapport du ministère de la Justice. Je termine, si c'est vrai. Vous parlez de burn-out, de mal-être pardonnez-moi, au travail. c'est faux. C'est vrai. Prenez les statistiques, c'est vrai. Oui, je les prends. Les entrepreneurs ont systématiquement Lisez le papier d'Evelyne Sergent. Je termine. Tout ce qu'on demande, et c'est le Code du travail, et c'est pas que le Code du travail, c'est toute la réglementation qui encadre la vie de l'entreprise, c'est qu'on nous foute la paix. Parce que si on nous fout la paix, pardon pour l'expression, on n'ira pas virer qui on veut quand on veut, parce qu'on n'est pas ces gens-là. On n'est pas ces gens-là, sinon on n'est pas entrepreneur. Si on est entrepreneur, c'est qu'on veut créer de l'emploi. C'est qu'on veut que les gens autour de nous soient heureux au travail. C'est qu'on veut que ça se passe bien. C'est pas toujours rose, je suis pas un bisounours, je sais. Parfois c'est compliqué, parfois ça crie. Mais on veut que ça se passe bien et on veut créer de l'emploi. Si on n'était pas optimiste, on ne créerait pas des boîtes. C'est pour ça qu'on veut qu'on nous foute la paix. Parce que si on nous fout la paix, on pourra faire ce pour quoi on est bon, on développera nos entreprises. Et là, je vous promets, on lancera l'emploi. Alors, tout le monde veut répondre. Alors, allez-y, répondez. Alain Deneau. Et on pourra revenir sur plusieurs points, là, mais j'aimerais savoir, est-ce que vous distinguez les PME des multinationales et comment? Et je m'en explique. Aux États-Unis, par exemple, quand Walmart arrive dans une région, tous les petits commerces ferment. Toutes les petites entreprises subissent de plein de fouet l'arrivée de Walmart. Et même parfois, on va avoir dans une région un plafonnement du développement économique, même si Walmart n'est pas dans la région, parce que Walmart pourrait un jour s'installer. Et aujourd'hui, au fond, quand on se situe dans le débat, on se rend compte que les libéraux, disons-le comme ça, sont un petit peu dans la position des communistes dans les années 1930, face au développement de l'URSS. C'est-à-dire que de plus en plus, on a des gens qui se disent, un peu comme André Gide se disait communiste, mais s'inscrivant en faux contre le développement bureaucratique de l'URSS. Aujourd'hui, on a beaucoup de libéraux qui vont se dire, comme Larry Fink, comme Warren Buffett, comme Mark Roche, comme Joseph Stiglitz, qui vont se dire, je suis libéral, éventuellement je crois en certaines possibilités du capitalisme, mais ce que je vois, c'est-à-dire la mondialisation, ne mérite plus ce nom-là. C'est devenu autre chose. Est-ce que vous faites cette distinction-là? Alors, réponse de... En une phrase, je vais vous répondre. Je vous rejoins complètement là-dessus. Il y a tout ce que vous dites est vrai. Maintenant, ces grandes entreprises-là, elles n'embauchent plus en France. Elles ne payent quasiment pas d'impôts en France. Alors, c'est pas grand patron, grand salaud, parce que c'est un peu facile. Les petits patrons gentils, il y a des petits patrons qui sont des gens pas bien aussi. Mais ne légiférons pas pour celles-ci. Parce que ces grandes entreprises, de toute façon, elles ont des armées d'avocats qui leur permettront de contourner les lois. Absolument. Donc légiférons pour les autres. Absolument. Mais je vous rejoins. Alors, un mot de Dominique Méda. Mais Antoine Lyon-Can rappelle bien, qui avait écrit son bouquin avec Badinter, Le travail et la loi, Antoine Lyon-Can rappelle bien que les propositions qu'il avait faites, c'était pour les petites entreprises, pour les aider. Et je ne sais pas si vous avez vu son article dans Le Monde il y a 2 jours, où il dit, mais attendez, je ne me reconnais absolument pas dans cette loi. Moi, j'ai écrit pour simplifier la vie des petites entreprises, et en fait, on simplifie la vie des grandes entreprises. Et puis, pour vous répondre sur la simplification, si vous voulez vraiment simplifier, notre collègue Emmanuel Dockès de l'Université de Nanterre vient d'écrire pour un autre code du travail. Il a réécrit avec toute une équipe un nouveau code du travail. Non mais c'est important parce que c'est très simplifié, c'est très accessible, c'est formidable. Simplement, ce qu'il fait, c'est qu'au lieu de donner
toujours plus de flexibilité, il organise des contreparties. Par exemple, si l'entreprise fait travailler un peu plus longtemps son salarié, eh ben, tout simplement, il faudra que le salarié ait quelques contreparties. Mais du point de vue de la simplification, c'est génial, c'est très simple, très facile, merveilleux. Philippe Aghion. Je dis par rapport à ce qui nous... Parce que je reviens... Moi, je rejoins beaucoup de choses qui se disent de l'autre côté. Allez, on va... Il y a un aspect... Il y a un aspect mobilité. Le défaut de cette loi, c'est qu'on a mis la mobilité, mais on a oublié la formation et on a oublié les rémunérations généreuses pour les travailleurs qui sont ou en situation de chercher un emploi et de se qualifier. Oui. S'il y avait tous ces éléments-là, on pourrait avoir la flexibilité. Mais l'idée, c'est de dire, est-ce que sous prétexte qu'on n'a pas mis les autres éléments, il faut rejeter tout? Et moi, je crois qu'il faut compléter. C'est l'idée de dire, est-ce qu'il faut prendre cette loi et la jeter complètement au panier, ou est-ce qu'il faut au contraire prendre les bons éléments, mais dire ça ne peut pas fonctionner seul. Il faut commencer, Philippe, il faut commencer par la l'autre sens. formation, il faut rajouter les droits généreux pour les gens qui cherchent un emploi et qui sont en formation. Le contrat d'évolution dans la commission Attali dont je faisais partie, c'était l'idée qu'on était toujours en contrat. Donc il y avait des périodes où on travaille, il y a des périodes où on est en formation. Et comme on apporte quelque chose à la société, on touche un salaire pour être en formation. Ce qui fait qu'on a une sécurité soi-même. C'est cette vision-là qu'il faut promouvoir. Mais commençons par ça, Philippe. Voilà. Ça, c'est formidable. On commence par mettre une bonne dose de sécurité. Comme ça redonne la confiance. Et après, on regarde si on donne un peu. C'est clair que ça a été mal emmanché. Moi, je défends un élément positif parce que je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau sale du bain. Mais c'était clairement, la loi a été mal emmanchée et il aurait fallu la reprendre autrement, l'expliquer autrement, mettre les syndicats dans le coup. C'est pas perdu puisqu'il y a 15 jours de plus pour discuter. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là. Anne de Bréjas et Diane Philippova. Je voulais d'abord réagir sur le fait qu'il n'y aurait que les PME qui créeraient des emplois. Enfin, il y a quand même 20% des emplois en France qui sont des emplois publics et ça on pourrait se demander un jour pourquoi on ne cesse de diminuer ce nombre d'emplois, de faire des plans de licenciement, enfin pas des plans de licenciement, des plans sociaux ce qui peut revenir à des plans sociaux dans l'emploi public alors qu'il y a des besoins gigantesques. Il y a des besoins gigantesques dans l'éducation, dans la justice, dans la santé, dans la petite enfance, dans la transition énergétique. Ils sont financés par des gens qui ont plus d'argent. Mais enfin, ils sont financés par vous, par moi, par vos entreprises, par les gens qui sont dans la salle. Il y a tout un tas de chiffrages qui ont été faits sur le coût d'un emploi public par divers n'opposons pas les uns et les autres. N'opposons pas les uns et les autres. Je veux juste dire que ça coûte bien moins cher que toutes les aides qui ont été données aux entreprises dans l'espoir de créer des emplois qui n'en ont jamais créé. Ensuite, sur la partie qui n'est pas emploi public, sur les emplois privés, sur les 243 plus grandes entreprises, ça représente encore 30% de l'emploi. Le reste étant partagé entre les PME, PMI et les toutes petites entreprises. Donc ce n'est qu'une petite partie de l'emploi. Elle n'en crée plus, il faudrait se demander pourquoi. Et d'autre part, moi je suis dans une grande entreprise, EDF. Pourquoi ça n'en crée plus? Parce qu'ils sous-traitent toute une partie de leur activité aux petites entreprises dans le seul objectif de priver des conventions avantageuses leurs salariés. Et on voit, et là je vais rebondir aussi sur ce que vous avez dit sur les salariés insiders qui seraient choyés. Enfin, nous, au quotidien, ce n'est pas ce type de salarié qu'on voit. Et par exemple, le personnel d'entretien qui travaille à EDF depuis des décennies se retrouve à travailler 3 heures le matin, de 5h30 à 8h30, puis 3 heures le soir, de 5h à 8h, sans heures sup, sans rien, sans travail de nuit, puisqu'on est encore dans la plage horaire de jour, avec au SMIC horaire, donc même pas un SMIC mensuel. Je vois des salariés du gardiennage également en sous-traitance qui tous les 3 ans voient leur contrat remis en cause parce qu'il y a un appel d'offres et que leur entreprise perd l'appel d'offres. Et donc la nouvelle entreprise décide d'embaucher un tel parce qu'il n'est pas trop vieux, ou un tel parce qu'il n'est pas trop malade, ou un tel parce qu'il n'est pas trop syndiqué. Je vois des gens qui, au bout de décennies de bons et loyaux services, se retrouvent dehors parce que l'entreprise a décidé d'aller délocaliser dans un pays à moindre coût de main-d'œuvre. On ne vit pas dans un monde hyper choyé, pas du tout. On vit dans un monde difficile. Je vois aussi, par l'Observatoire, des salariés qui sont licenciés simplement pour avoir osé monter une section syndicale ou pour avoir osé défendre les autres salariés. Et ils vont au prud'homme et je vous assure qu'ils ne gagnent pas tout le temps. Moi, je n'ai pas du tout non plus le même retour que vous sur la justice. Ce que je vois, c'est que c'est très rare qu'un patron soit réellement condamné de manière... réellement pour avoir fait de l'entrave syndicale. Des sanctions dissuasives. Moi, je vais vous dire, je vois, mais même dans mon entreprise, des stratégies d'entreprise qui consistent à aller systématiquement devant le tribunal, parce que quand ils perdent, c'est des amendes minimes, il n'y a jamais de sanction pénale, par exemple, et donc ils continuent, et ils se débarrassent des syndicats qui leur posent problème comme ça, et ils ne sont pas poursuivis et continuent de la même façon. Et les évolutions de la loi vont encore en affaiblissant ce délit d'entrave, par exemple. Alors, Julien et après Christine Cardella. Pour revenir, on ne se mettra pas d'accord là-dessus ce soir et c'est pas grave. Moi, ce qui m'ennuie quand on discute avec des syndicats, c'est sincère ce que je vous dis,
c'est qu'on part toujours sur les très grandes entreprises, un, et deux, c'est qu'on a une vision du parle de travail, petites on arrive à entreprises, travail égale torture, tout le temps. Je ne dis pas que ça n'existe pas, il y a des souffrances abominables, mais le travail, c'est pas abominable. Voilà. Ça dépend. Sur la loi de personne n'a dit travail, ça. ce qui Il y est, a la variété. ce qui est très bon sur cette loi de travail, ce qui fait que je suis plutôt pour, c'est qu'elle refait confiance aux acteurs de l'entreprise. C'est qu'elle remet quand même une grande partie du dialogue social dans l'entreprise. Et elle obligera les syndicats à faire leur travail, c'est à venir dans les entreprises pour nous aider à faire du dialogue social. Et Mais ça a toujours été possible. Ça fait longtemps que les syndicats ne viennent plus forcément dans les PME pour nous aider à en faire. Oui, Donc, qu'on remette un certain nombre de On aimerait bien y dispositions, être. qu'on remette, que les réglementations qui encadrent la vie de l'entreprise soient encore décidées par des syndicats qui aujourd'hui ne représentent plus rien ou plus personne, ça me gêne. Et je trouve ça très bien que ça revienne un peu dans l'entreprise et qu'on nous fasse confiance à nous entrepreneurs, mais pas que moi. Quand je dis entreprise, c'est pas patron, c'est patron et collaborateurs. C'est tous ensemble. Je regrette, je suis très d'accord avec Philippe, je regrette qu'on n'aille pas plus loin et qu'on ne parle pas du contrat de travail. La raison pour laquelle ce code du travail aujourd'hui ne protège pas le salarié tant que vous le dites, c'est l'aberration que vous avez soulevée tout à l'heure. Le CDI représente 5% des embauches en France. Pourtant, un CDI, ça coûte moins cher qu'un CDD ou qu'un intérim. La précarité, elle coûte plus cher pour un employeur. Et je peux vous promettre quelque chose, c'est que tout patron de PME a intérêt à pérenniser sa relation avec un salarié parce qu'il partagera les valeurs de l'entreprise, qu'il connaîtra mieux l'entreprise et qu'on gagnera plus de temps plutôt qu'en changeant tout le temps quelqu'un. J'ai aucun intérêt à ce qu'il y ait du turnover dans ma boîte. Aucun. Donc si on n'embauche plus en CDI, c'est bien que le CDI aujourd'hui, malheureusement, CDI, ça non, représente que c'est 8% les 5% des CDD. embauches françaises. Mais d'accord, il faut garder le stock. Le stock, c'est 8% de CDD. Aujourd'hui, 5%, Ouais, mais en plus, c'est pas c'est moi. Vous ne c'est- parlez pas de la même chose. Le stock, il y a Vous parlez de 85, Ouais. Moi, je- 85% des emplois en France, c'est des CDI, mais les nouveaux Moi, je emplois, parle des emplois de demain. ceux qui Aujourd'hui, recrutent, c'est l'inverse. Les emplois de demain, les entreprises ne créent plus de CDI, pas parce qu'on n'en a pas envie. On ne crée plus de CDI parce qu'il ne répond plus Non, non, à mais notre, pardon, à c'est la, faux. au Elle manque crée de. plein- Mais elle c'est crée vrai, plein je suis de désolé, je CDI. suis chef d'entreprise. Bah oui, mais vous Excusez-moi, savez pas tout je parce suis que un vous tout êtes petit peu chef légitime là-dessus d'entreprise. et j'en ai rencontré 3000 en 2 ans. Voilà. Alors peut-être qu'ils m'ont tous menti. Si on n'embauche plus en CDI, c'est parce que le CDI, malheureusement, ne répond plus à notre manque de visibilité. Voilà. C'est pas parce qu'on veut virer qui on veut quand on veut, je vous l'assure. On embauche en CDI. Diana Filipova. Moi, en fait, ce que j'observe là depuis tout à l'heure avec cette loi de travail, c'est un peu diviser pour mieux régner, quoi. On en revient à des oppositions entreprises versus travailleurs, syndicats versus patrons. Elles existent, bien sûr, c'est normal, mais la tension, elle est là. Enfin, je veux dire, la tension devrait être institutionnalisée et c'est elle qui fait qu'on progresse. Mais on ne parle pas du tout des nouveaux modèles. Là, je vais citer Emmanuel Macron, quand même, qui était enfin, voilà, il dit on ne protège pas les gens avec un modèle qui n'existe plus et qui est fragilisé. En réalité, on parle toujours des États-Unis en disant mais ils n'ont pas de chômage, ils sont très libéraux, ils ont un contrat de travail très flexible. Regardez, allez voir aujourd'hui les débats théoriques qui sont en train d'être mis en place aux États-Unis. Ces questions concernent la protection des travailleurs indépendants, le revenu universel, donc le revenu de base, la question de la distribution du capital et de la gouvernance, qui est en fait la vraie question aujourd'hui dans une économie fortement contributive, où beaucoup de valeur est créée par des contributeurs sur des plateformes, et on se demande comment est-ce qu'on fait pour que cette valeur concentrée au niveau de la plateforme soit redistribuée, ainsi que la gouvernance. Et c'est exactement le sens de tout le courant qui s'intéresse au coopérativisme de plateforme, en gros à la distribution des parts et de la gouvernance d'une entreprise. C'est quand même des questions, on pourrait se dire, Marx est revenu. Eh bien pourtant, ils ont aujourd'hui lieu dans la Silicon Valley. Le Freelancers Union, qui est le principal syndicat des indépendants, a aujourd'hui 300 000 personnes aux États-Unis. La Silicon Valley crée tous les jours des boîtes qui recréent des start-up, qui recréent de la solidarité pour les travailleurs à la demande, qui leur permettent de gérer leurs fiches de paie, qui leur permettent de s'assurer contre la variation d'activité, etc. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Et d'ailleurs, enfin, je ne parle même pas des nouvelles gouvernances, et ça, je pense qu'Isaac connaît bien. C'est une entreprise comme Evernote, par exemple, n'a plus de congé minimum. Vous partez en congé quand vous voulez. Il n'y a plus d'horaire de travail. Il n'y a plus non plus de lieu de travail. On va avoir un léger désaccord de notre côté. Ça, je pense qu'effectivement, il y a une question. Toute la liberté oblige aussi à être. Enfin, toute la question de la déconnexion et de la contrainte personnelle, c'est-à-dire que de la pression. Évidemment, mais tout nouveau modèle crée ses propres problèmes, j'ai envie de dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut le jeter avec l'eau du bain. Et donc, on est dans une réflexion qui est quand même bien plus en avance. En France, on la porte, et notamment avec WeShare, de se dire, mais quel est le modèle de demain? Le modèle d'entreprise, le modèle de gouvernance et, le modèle de la distribution de la valeur et du capital. Et il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, et ça c'est très significatif, qui est pourtant extrêmement révolutionnaire. C'est le compte personnel d'activité.
cette espèce de poche électronique dans laquelle on pourrait concentrer un ensemble de droits de tirage pour non seulement les salariés, mais pour les actifs. Donc en fait, la seule chose qui a été, la seule mesure qui a en plus fait l'objet d'une consultation publique avec France Stratégie qui participe, des associations et des mouvements, des entrepreneurs aussi qui sont impliqués dans cette discussion-là, elle est complètement enterrée parce que nous sommes tous mobilisés comme des petits lapins pour ou contre la loi. Sachant que cette loi, mais elle est quand même relativement vide. Il n'y a pas grand-chose dedans. C'est-à-dire qu'il y a le volet, certes, flexibilité. Il n'y a pas le volet sécurité, ça, on n'en parle même pas. Donc le volet sécurité, il va venir quand? Un an avant l'élection? Dans les 2 semaines qui suivent? Je ne crois pas. Et surtout, on ne peut pas faire les deux séparément. On ne peut pas réformer le travail sans réformer la sécurité sociale et la solidarité nationale. On ne peut pas réformer la flexibilité sans la sécurité. C'est le principe de... On est beaucoup à être d'accord avec vous là de ce côté-là, j'ai l'impression. Donc, je vous rappelle, je vous ai demandé tout à l'heure si c'était une loi et un débat historique. Vous m'avez dit oui. Donc, elle n'était pas, en fait. Isaac Gertz. Alors, encore une fois, ce que dit Diana... donc, elle cite un certain nombre d'entreprises américaines. Il y a des entreprises en France qui fonctionnent comme ça, dans le cadre du Code de travail français ancien, pas réformé, en respectant toutes les obligations, et dans lesquelles, effectivement, les salariés et les employeurs ont trouvé un mode de fonctionnement qui est le meilleur pour qu'ensemble, ils puissent réaliser la vision de leur entreprise, qui est notamment pérenniser cette entreprise, le faire croître, pérenniser leur emploi, créer quelque chose d'un bien commun. Mais attention, je vous propose de sortir de débats encore une fois polarisants. Ce n'est pas que l'entreprise qui est concernée. La France, c'est 57%, c'est l'État. Est-ce que vous savez, par exemple, les chiffres sur l'absentéisme dans les entreprises privées par rapport à la fonction publique, par rapport aux collectivités? Je cite de mémoire, mais c'est à peu près, dans l'entreprise privée, c'est je crois 3,5, fonction publique, je crois 7, et collectivité, vous savez ou non? C'est, je crois, 22%. Alors, si vous parlez à nos amis DRH, ils vont vous dire une chose, c'est un indicateur absentisme de quoi? De ce qui dit notre ami, la souffrance, etc. Il est où le plus important? Donc, si vous voulez chercher vraiment les sources de ce qui peut être la France qui marche, ce n'est pas seulement à l'entreprise qu'il faut chercher. Il faut regarder dans les collectivités et il faut se poser des questions. Pourquoi les gens souffrent dans les collectivités? Absolument. Il n'y a pas de capitalistes là-bas. Il y a quelque chose qui est une organisation de travail que sur le dos du livre de Diana est écrit, qui est périmé, qui est archaïque, qui est hiérarchique, qui est contrôleur, qui manque de confiance, qui étouffe la confiance et que finalement, c'est ma peut-être dernière phrase, le Code de travail ne traite pas le vrai sujet, qui est un travail des enfants. Parce qu'on recrute des adultes, et après la façon dont ils sont traités, peu importe est-ce que c'est une entreprise ou une municipalité, on les infantilise, on les déresponsabilise. D'où après tous ces problèmes dont on en parle, l'absentéisme, la souffrance, etc. Anne de Bréjas. Oui, on a parlé de transformation du travail, d'automatisation, de robotisation. On voit qu'il y a moins besoin d'heures de travail. Donc il y a qu'un seul levier possible, à mon sens, enfin, un des leviers principaux doit être le partage du travail et on refuse d'aller sur ce terrain. On a inversé un processus historique de réduction du temps de travail qui avait lieu depuis plus d'un siècle et demi, 2 siècles. Et là, on fait plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on est à nouveau dans faciliter les heures sup, faciliter le forfait jour, dont le seul objectif est en fait d'augmenter le temps de travail. Et donc, on va effectivement avoir les insiders et les outsiders, ceux qui auront accès au travail et ceux qui n'auront pas accès. Et quand on fait des comparaisons internationales, il faut les faire jusqu'au bout. L'Allemagne, si on compare le nombre d'heures moyen par personne de la population active, il est très légèrement supérieur en France à en Allemagne. Et même dans le volume d'heures de travail créées depuis la crise, eh bien, il est supérieur en France à l'Allemagne. Parce que l'Allemagne fait des petits boulots à peu d'heures. En fait, ils font de la réduction du temps de travail sans le dire, sans le réglementer, sur le dos des salariés. Mieux vaut partager le temps de travail de manière régulée, de manière à ce que tout le monde puisse vivre avec un temps de travail diminué, de manière décente et de manière avec un avenir
Alors, serein. Philippe Aguillon, Christine Cardellan. Je voulais revenir sur quelque chose qui a été dit avant, c'est le rôle des révolutions technologiques. C'est une chose très intéressante. Il y a eu la machine à vapeur au 19e siècle. Et à ce moment-là, il y a eu le mouvement du ludisme, le ludeur en Angleterre. Et l'idée, c'est de dire, évidemment, ça détruit beaucoup d'emplois. Et on prévoyait que ça détruirait surtout des emplois. Mais aussi, ça a créé des emplois. Ouais. Il y a eu ensuite la révolution de l'électricité et de la chimie dans les années 30. Et Keynes pensait que ça serait terminé, qu'il y aurait eu des destructions durables d'emplois. Et on a vu que l'emploi est revenu. Et chaque fois qu'il y a des grandes révolutions, et maintenant c'est la révolution digitale, évidemment qu'elle détruit des emplois. Mais comme elle permet des innovations, elle permet de nouveaux emplois. Par exemple, avec le digital, on peut développer des réputations individuelles, comme dans Uber ou dans d'autres, et on peut développer des hôtels à demeure. Et ça crée plein de nouveaux emplois. Ce qu'on appelle l'ubérisation. C'est l'ubérisation. Mais on veut que les emplois soient qualifiés, évidemment. On ne veut pas des petits emplois. Et c'est là que la formation est importante. Donc toute la question, c'est que chaque grande révolution, elle détruit, mais elle crée des emplois. Et la vision du partage du travail, oui et non. Parce que quand on est dans un monde sans innovation, on dit qu'il faut toujours plus partager. C'est comme les ressources. On pense que le monde est fini. Quand on est dans un monde de l'innovation, on recule les limites du possible. Et donc on peut faire plus et on crée de nouveaux emplois. Et le tout, c'est d'avoir un système de travail entre formation, code du travail, rémunération, droit pour les travailleurs indépendants, etc., qui fait que la partie création d'emplois domine la partie destruction et qu'on passe cette révolution comme quelque chose qui nous pousse vers l'avant au lieu de nous ramener vers l'arrière. Et je crois que c'est ça le défi, c'est de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on doit aller de l'avant et réfléchir qu'est-ce que ça va être, penser le travail à l'aube au moment de cette révolution digitale pour qu'on en ressorte renforcé et plus qualifié qu'avant. Christine Cardellan. C'est vrai que cette loi El Khomri n'aborde pas du tout les sujets dont parlait Diana tout à l'heure, c'est-à-dire avec l'ubérisation et avec les nouveaux modes de partage de la production, en quelque sorte, il y a plein de nouveaux statuts qui naissent. De gens, quand vous êtes chauffeur de taxi Uber, vous n'êtes pas salarié, vous êtes indépendant, mais on ne sait pas trop comment vous payez vos impôts, on ne sait pas tellement. Et c'est vrai que cette loi ne parle pas du tout ça. Il n'y a que le compte personnel d'activité qui, effectivement, s'inscrit un peu dans le futur. Mais cette loi, le problème, il y a de bonnes choses dedans, mais elle a été lancée de manière trop baroque. Je veux dire, elle a été lancée sans concertation. Et elle a été lancée un an avant une échéance présidentielle, alors que c'était le texte qu'il fallait discuter, effectivement, pendant sans doute des mois et des mois avec les partenaires sociaux. Dominique Méda. Oui, sur la révolution technologique, très bien, d'accord, mais je pense que ça remet absolument pas en cause le salariat. C'est-à-dire, la thèse que je voudrais défendre, c'est que le salariat et le CDI, c'est vraiment des formules extrêmement souples dont on peut se servir aussi pour accompagner la révolution technologique. Deuxième point, je voulais vous raconter une étude qu'ont faite deux chercheurs, l'exploitation de l'enquête européenne sur les conditions de travail, ça s'appelle Gali et Zou, et donc ils montrent qu'il y a des formes d'organisation du travail très différentes en Europe. Et comme par hasard, où est-ce que les organisations du travail s'accompagne le moins d'absentéisme, mais plus de qualité du travail, de bonheur au travail, on pourrait dire, c'est dans les pays nordiques. Et quand ils essayent de comprendre pourquoi là-bas c'est comme ça, pourquoi il y en a plus là-bas, ils trouvent une seule corrélation, c'est avec le taux de syndicalisation. Donc l'idée que plus il y a des syndicats, plus vous avez de bien-être au travail. Donc ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut des syndicats partout pour avoir des règles à peu près harmonieuses. Ils ont la mobilité également. Le SMIC, par exemple, en Suède, vous le savez, n'est pas négocié au niveau national. Bien sûr. Il est par branche. Absolument. Parce que comme il y a cette syndicalisation et cette confiance, eh bien, la négociation a une forme beaucoup plus souple. C'est vers ça qu'il faut aller chez nous. Et dernier point, pour rejoindre ce que disait Anne tout à l'heure sur le partage du travail, je pense que c'est à la fois, il faut beaucoup plus de formation, de qualification, mais aussi, en effet, que l'on remplace l'actuel partage du travail qui est sauvage par un partage du travail civilisé. Et aux économistes qui nous disent que c'est vilain de partager le travail, je crois qu'il faut répondre qu'à tout moment, il y a un partage du volume de travail existant. Alors on peut l'avoir à l'allemande, en effet, avec beaucoup de petits temps partiels, ou on peut l'avoir à la française, avec un plus grand rapprochement autour d'une norme, qui est la norme autour de 30 heures, on pourrait dire. Voilà, donc moi, il me semble qu'il faudrait peut-être encore aller vers cette voie, c'est-à-dire, en effet, au lieu de continuer à augmenter le temps de travail, plutôt mieux le partager. C'est ce que font aussi les Allemands, c'est ce qu'ils arrivent à faire. Mieux le partager, ça veut dire quoi? Réduire encore le temps de travail de certains, mais augmenter le temps de travail d'autres, de tous ceux qui sont dans des petits temps partiels subis. Ce serait possible, ça, d'après vous, Julien Leclerc? En tout cas, il y a des choses très intéressantes dans ce que vous dites. Vous dites qu'il y a plus de bien-être parce qu'il y a plus de taux de syndicalisation.
Je pense qu'en tout cas, ça veut dire qu'à partir du moment où il y a des gens compétents qui sont dans les entreprises pour dialoguer, il y a certainement des choses qui se passent bien. Oui. Tout ce dont on parle tout à l'heure. La syndicalisation est obligatoire dans plusieurs pays nordiques. Il faut le savoir aussi. C'est pour ça que c'est 80%. Voilà. Qu'on parle de bien-être au travail, qu'on parle de nouveaux modèles. Et je le lis, pourquoi? Parce que les nouveaux modèles de société, ça peut être la révolution technologique, donc les nouveaux modèles d'organisation de travail avec des salariés ou pas des salariés, mais c'est aussi les nouvelles attentes de nos collaborateurs en termes de travail, en termes de bonheur au travail. Ces défis-là, ils sont où? Qui est-ce qui est confronté au quotidien à ces défis-là? C'est l'entreprise. Nous, dans nos boîtes, quand on arrive le matin, on est confronté à comment je peux faire pour qu'on arrive à produire dans la meilleure ambiance possible. Donc moi, je vais essayer au quotidien de réfléchir, et pas tout seul parce que je n'ai pas toutes les réponses, avec mes équipes, à comment on peut faire pour qu'on ait le quotidien le meilleur possible. Comment je peux faire pour améliorer votre pouvoir d'achat? Parce que toutes les décisions qui sont prises font qu'aujourd'hui, quand on parle de coût du travail, vous parlez d'aide faite aux entreprises, j'ai fait un truc très concret. Parce que moi, j'aime pas juste les discussions où on a des idées caricaturales. J'ai comparé mes fiches de paye de 2012 et de début 2015. Je paye 84 000 € de charges supplémentaires par mois à ma salariale nette égale. Dedans, il y a des gens que j'avais augmentés. Donc je les ai enlevés parce que forcément, quelqu'un que vous augmentez, il coûte plus cher. Je les enlève. Donc derrière, il reste 20 salariés sur lesquels je n'ai rien fait. Chaque salarié me coûte 130 € de plus en moyenne par mois. Mais il faut aller au bout de la phrase. Gagne 60 € net de moins par mois. Ça veut dire que le climat social dans nos boîtes, il se dégrade. Dans mon entreprise, on a décidé de faire une commission bien-être où on se réunit, il n'y a pas de hiérarchie. Ils ont voulu que je sois là. Au début, je pensais que ce n'était pas utile qu'il y ait quelqu'un de la direction. Ils m'ont demandé d'y être par souci d'efficacité. On peut aborder tous les sujets, hors rémunération, parce que c'est un sujet qui est souvent très individuel, tous les sujets qui peuvent améliorer notre quotidien au travail et le bien-être au travail. Ça va sur des sujets extrêmement précis, comme il faut une tasse avec mon nom parce que la vaisselle, c'est relou, ou ça peut être des sujets beaucoup plus lourds sur quelle organisation, quels horaires. Ouais. Et je trouve que cette loi, pour le coup, même s'il n'y a pas tout, on se rejoint complètement, je trouve qu'elle remet un peu le dialogue dans l'entreprise et je pense que ça a du sens parce qu'on aura les bonnes réponses puisqu'on a les problèmes. Alors, Diana Filippova. Je voulais juste revenir 2 secondes sur la révolution technologique. On est d'accord qu'on ne sait pas du tout si demain, cette transition technologique ne va pas donner lieu à une nouvelle éruption de nouveaux emplois créés, les emplois du numérique, etc. Mais aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que, aujourd'hui, parce que c'est pas demain, c'est qu'on a une destruction massive d'emplois intermédiaires, qui étaient ceux des classes moyennes traditionnellement, et qu'il y a une création, les seuls emplois qui sont créés, en fait, sont des emplois précaires, en fait, ce que Gortz appelait un peu les emplois de service. Donc là, on a vraiment 2 choses. La première, c'est qu'on rentre dans un modèle où, en fait, les emplois très qualifiés dont, en fait, on parle, sont réservés à une élite de plus en plus étroite et que les emplois qui sont créés massivement sont des emplois que moi, je considère comme peu qualitatifs et sur lesquels, en fait, ils sont interchangeables. Ces employés sont interchangeables. Donc, en fait, je ne pense pas qu'il y ait un modèle qui soit éternel. Un modèle social correspond toujours à certaines conditions économiques. Mais pour cette transition qui est en train de se faire, avant qu'on sache s'il y a de nouveaux emplois qui vont être créés, il faut absolument des filets de sécurité et des solidarités nouvelles pour cette nouvelle masse de la population qui subissent ce que David Graeber appelle les bullshit jobs, les jobs à la con, qui subissent ces emplois et qui ne sont pas du tout dans l'épanouissement ou quoi que ce soit. C'est des emplois qui sont là pour être du gagne-pain et pas plus que ça. Et donc il faut protéger ces gens-là. Ils ne sont pas du tout protégés. Voilà. Et sur la question de ce que vous posiez sur la réorganisation au niveau de l'entreprise, moi je vois tous les jours des entrepreneurs qui se posent ces questions-là et qui essayent de fournir aussi à leurs travailleurs non seulement la capacité de prendre une décision, mais aussi de nouveaux mécanismes qui impliqueraient, que ce soit les travailleurs ou les contributeurs, dans le capital. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que, et même les entrepreneurs me le disent aujourd'hui, parce qu'ils sont dans cette relation avec les investisseurs, c'est les rapports de production. J'utilise un gros mot qui est très traditionnel et très connoté, mais en fait, c'est ça. Qui détient la bourse? Et qui détient ces moyens de production? Et ça, sur cette question-là, on n'a pas abordé, par exemple, les circuits de financement des créations d'entreprises. C'est toujours quand même des monopoles des investisseurs qui sont très précis, qui détiennent les bourses et qui ne donnent pas, qui n'irriguent pas toujours l'économie. On arrive dans les dernières minutes. Avant de vous donner la parole à chacun pour une conclusion, je voudrais revenir sur un mot qui a été beaucoup utilisé, c'est le mot flexi-sécurité. C'est un mot qui date de 1995, je crois. D'abord dans les Pays-Bas, 99 c'est le Danemark. Nous, on en parle depuis à peu près 2008. Ouais. Mais là, on l'a beaucoup entendu. Écoutez.